PES. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce café virtuel Petite enfance en santé, communément appelé café virtuel PES, en ce 8 février 2022. Le café virtuel d'aujourd'hui portera sur la santé mentale et la petite enfance et il est offert en collaboration avec l'Observatoire des tout-petits et le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et rattachée à l'initiative Petite enfance en santé et il me fera plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, une reconnaissance. Alors, je reconnais que je me situe sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de paix et d'amitié que les Malécites et les Micmacs ont conclu avec la couronne britannique en 1725. Je remercie les peuples Micmacs et Malécites de leur hospitalité sur ces territoires non cédés. J'aimerais aussi ajouter que le café virtuel d'aujourd'hui est rendu possible grâce au financement de l'Agence de la santé publique du Canada. Alors, le café virtuel d'aujourd'hui est enregistré et il sera rediffusé. Vous pourrez obtenir les coordonnées plus tard pour pouvoir consulter cet enregistrement. Deux éléments sont à l'agenda aujourd'hui. D'abord, une activité de transfert des connaissances de 13h30 à 14h30 qui portera, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la santé mentale et petite enfance. Et dans un deuxième temps, pour les gens qui sont rattachés à l'initiative Petite enfance en santé de la Société Santé en français, il y aura une courte activité de mobilisation des connaissances de 14h30 à 15h. Donc, comme je l'ai dit précédemment, ce café est enregistré et sera rendu disponible sur le site de la Société Santé en français. Vous êtes tous présentement en mode sourdine, alors ne vous inquiétez pas, mais nous souhaitons vous entendre tout au long de l'activité. Alors, pour participer, vous pouvez le faire par écrit en utilisant la boîte de conversation communément appelée le chat box ou encore formuler des questions avec l'option Q et R. Aussi, il y aura quelques questions de sondage interactif. Ces sondages sont facultatifs et anonymes, mais on vous encourage à y participer. Et d'ailleurs, voici deux premières questions de sondage interactif que vous voyez apparaître à l'écran maintenant. Alors, la première question est la suivante. Comment avez-vous entendu parler de ce café virtuel? Donc, une seule réponse possible, soit par un parent, une collègue, une invitation courriel, un réseau santé en français, l'infolettre de l'Observatoire des tout-petits, les réseaux sociaux de l'Observatoire des tout-petits, par l'intermédiaire de votre service de garde ou centre de la petite enfance, ou autrement, si la réponse est autre, prière d'utiliser la boîte de clavardage. La question numéro 2. Je ne vois pas apparaître la question numéro 2. Elle portait sur votre rôle. Alors, une fois que vous avez répondu, n'oubliez pas de cliquer « Soumettre ». Est-ce que ça fonctionne? Nathalie, moi, je ne Oui, je vois vois pas les les questions. réponses à l'écran. Merci beaucoup. Alors, on voit que présentement, la majorité d'entre vous, 34 d'entre vous, avez reçu une invitation de la part de la Société Santé en français, mais qu'on a quand même une bonne portion, 23 d'entre vous, avez entendu parler de ce café par le biais des réseaux sociaux de l'Observatoire et ainsi que par l'infolettre de l'Observatoire. Donc, on a une clientèle variée aujourd'hui et 21 d'entre vous avez entendu parler de ce café virtuel par l'intermédiaire d'une collègue. Est-ce qu'il y avait une deuxième question à lancer?
en sondage interactif. Elle concernait un peu qui vous étiez, qui étaient les gens présents aujourd'hui. Alors, voyez, quel est votre intérêt à prendre part à ce café virtuel aujourd'hui? Est-ce que c'est en tant que parent ou membre d'une famille élargie? Est-ce que c'est que vous offrez de la formation en petite enfance? Travailler dans un service à la petite enfance? Travailler dans l'un des réseaux santé en français? Travailler dans un secteur de la santé auprès de la petite enfance? Que vous offrez des services de santé auprès de la petite enfance? Excusez-moi, il y a une répétition ici. Que vous travaillez dans un secteur communautaire en lien avec la petite enfance, que vous faites du bénévolat dans un centre auprès des familles ou des tout-petits, ou est-ce autre? Alors, une fois que vous avez choisi la réponse qui vous représente le mieux, cliquez Soumettre, s'il vous plaît, et nous pourrons vous présenter les résultats. Et d'ici à ce que les résultats soient disponibles, je tiens à vous informer que nous avons aujourd'hui en ligne des gens d'un peu partout au Québec et aussi dans la francophonie canadienne, Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, Labrador, Nunavut. Donc, vous êtes nombreux à être présents aujourd'hui et nous en sommes très heureux. Alors, qui êtes-vous? 18 d'entre vous travaillez dans un service à la petite enfance, 16 dans l'un des réseaux santé en français, 16 dans le secteur de la santé de la petite enfance, 35 dans le secteur communautaire en lien avec la petite enfance et 12 autres. Donc, nous pourrons vérifier quels sont les éléments d'autres. Alors, merci beaucoup de votre participation. Maintenant, nos présentatrices d'aujourd'hui, excusez-moi, la voici. Alors, nous avons deux présentatrices ou deux panélistes de qualité aujourd'hui. Donc, Madame Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des tout-petits, l'Observatoire qui est un projet de la Fondation Lucie et André Chagnon, qui a pour mandat de communiquer l'état des connaissances afin d'éclairer la prise de décision en matière de petite enfance au Québec, afin que chaque tout-petit ait accès aux conditions qui assurent le développement de son plein potentiel, peu importe le lieu, le milieu où il naît et grandit. Dans le cadre de ses fonctions, Madame Dagenet orchestre des campagnes de communication ciblant les décideurs, les acteurs d'influence et le grand public. Ceci afin que la petite enfance occupe une place plus importante tant dans l'espace médiatique que dans les priorités gouvernementales et institutionnelles. Madame Dagenet est aussi régulièrement appelée à collaborer avec différents médias et à donner des conférences dans le but de faire connaître l'état de santé des tout-petits Québécois. Elle enseigne également le marketing social aux étudiants de la maîtrise à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Notre deuxième panéliste est Dr Dominique Cousineau. Alors, Dr Cousineau est pédiatre spécialisé en développement de l'enfant, chef de la section pédiatrie du développement du département de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Madame Cousineau est gestionnaire médicale du Centre intégré du réseau en neurodéveloppement de l'enfant, le CIREN. Dr Cousineau est co-auteur de l'abécédaire du suivi collaboratif des 0 à 5 ans et de l'abécédaire 18 mois plus du programme Agir tôt du MSSS du Québec. Alors, nous sommes très choyés d'avoir ces deux présentatrices de qualité aujourd'hui. Je vais maintenant les inviter à partager leur écran. Vous allez noter que la présentation de Mme Dagenet et Dr Cousineau se fera en 3 temps. D'abord, Fanny présentera le contenu. Par la suite, Dr Cousineau réagira au contenu présenté. Et finalement, beaucoup de temps est réservé pour pouvoir recueillir et échanger avec vous. Alors, mesdames, place à vous. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, bonjour à tous. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la santé mentale des tout-petits. Alors, je vais débuter sans plus tarder. Oups, parfait.
Alors, bien, Nathalie vient de vous mentionner notre énoncé de mission. Alors, l'Observatoire des tout-petits, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment là pour éclairer la prise de décision en matière de petite enfance. Alors, notre rôle à nous, c'est de rassembler les connaissances les plus rigoureuses dont on dispose, autant sur les enjeux que sur les mesures qui seraient possibles de mettre en place pour favoriser le développement des tout-petits. Et notre mission est à portée provinciale au Québec. Et les publics à qui on s'adresse, ce n'est pas nécessairement la communauté scientifique qui ont bien souvent accès à toutes ces connaissances et ces études-là, mais plutôt les citoyens, les acteurs d'influence comme vous tous, comme les organisations fédératrices qui influencent nos décideurs, les médias également, ainsi que les décideurs eux-mêmes. Alors, on s'adresse autant aux différents paliers gouvernementaux, par exemple au gouvernement provincial, qu'au palier municipal. Donc, quelques mots sur nos différentes publications avant de tomber dans le vif du sujet, tout simplement parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous ne connaissent pas l'Observatoire des tout-petits et peut-être que nos différents outils pourraient vous être utiles là, si vous travaillez en petite enfance. Alors, d'abord, l'Observatoire des tout-petits publie principalement 3 types de rapports. D'abord, nos dossiers thématiques. Généralement, on en fait un par année et l'idée est vraiment d'approfondir une thématique qui touche le développement des tout-petits. Donc, dans le passé, par exemple, on a déjà fait un rapport sur la prévention de la maltraitance chez les tout-petits, sur la qualité des services éducatifs à l'enfance, sur l'accès aux soins de santé chez les tout-petits migrants et sur ce qu'on peut faire pour favoriser le développement des tout-petits avant l'entrée à la maternelle. L'Observatoire a également produit 3 dossiers web. Donc, ça, c'est un tout nouveau produit de l'Observatoire. Ça a un peu une forme de magazine web avec des entrevues, des animations, du contenu qui est un peu plus interactif que ce qu'on retrouverait dans des rapports plus conventionnels. Et jusqu'à présent, on a 3 dossiers web qui sont alimentés en continu. Donc, l'un sur la place des pairs dans les politiques publiques pour favoriser leur engagement auprès des tout-petits, un autre sur la prévention de la maltraitance et les travaux de la commission Laurent qui ont eu lieu au Québec au cours des dernières années. Et enfin, un autre dossier web sur l'impact de la pandémie sur les tout-petits et leurs familles. Et pour terminer, bien, notre troisième type de publication, ce sont nos portraits annuels des tout-petits québécois qui sont dévoilés généralement en novembre lors de la grande semaine des tout-petits au Québec. Et notre tout dernier portrait portait sur comment se portent les tout-petits au Québec. Et évidemment, on a porté une attention particulière à l'impact de la pandémie sur les tout-petits. Et dans les années qui ont précédé cela, donc, on a eu un portrait sur les politiques publiques favorables aux tout-petits et à leurs familles. Donc, le portrait « Que faisons-nous au Québec pour les tout-petits et leurs familles ?» et un portrait sur les environnements dans lesquels grandissent les tout-petits, donc dans quels environnements grandissent les tout-petits au Québec. Alors, toutes ces publications-là sont disponibles gratuitement sur notre site Internet. Il est possible d'en commander des copies également. Alors, si jamais ça peut être utile, bien, n'hésitez surtout pas à aller nous visiter. Alors, maintenant, on va tomber dans le vif du sujet. Comment se construit la santé mentale des tout-petits? Bien, la santé mentale des tout-petits se construit au gré des interactions que l'enfant a avec les personnes qui l'entourent. Donc, par exemple, ses parents, bien évidemment, parce que ce sont souvent eux qui s'occupent davantage des besoins de l'enfant, mais également les autres membres de sa famille, comme ses frères et sœurs, les grands-parents qui peuvent être plus ou moins présents autour de lui, ou d'autres membres de la famille, comme des tantes, des oncles, qui pourraient être des personnes qu'il voit souvent et qui ont vraiment une influence sur la vie du tout petit. On peut penser également aux interactions avec les personnes dans sa communauté. Donc, par exemple, au service de garde éducatif à l'enfance qu'il fréquente, bien forcément, il y a des membres du personnel, il y a des éducateurs, éducatrices qui sont en interaction avec lui, parfois même 5 jours semaine, toute la journée. Donc, évidemment, ça a une influence également, ces interactions-là. Et on peut penser également aux interactions avec le voisinage, les amis lorsqu'il va jouer au parc ou lorsqu'il va à la bibliothèque, donc tous les gens qui entourent l'enfant. La santé mentale des tout-petits se construit également au gré des stimulations qui proviennent des milieux de vie qui sont fréquentés par l'enfant. Donc, on parle ici, par exemple, de son quartier. Est-ce qu'il y a des espaces verts, des espaces sécuritaires pour qu'il puisse s'amuser, socialiser?
On parle également du logement dans lequel le tout petit est hébergé. Donc, est-ce que c'est un logement qui est suffisamment grand pour les besoins de la famille? Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il est bien situé par rapport aux services? On parle également, évidemment, du service de garde éducatif à l'enfance qui est fréquenté par l'enfant. Est-ce que celui-ci est de qualité? Est-ce qu'il est bien situé par rapport au domicile de la famille? Et donc, ça peut avoir des répercussions, évidemment, sur le temps de voyagement, le stress, etc. Et évidemment, tous les services offerts dans la communauté, on peut penser par exemple à ceux offerts à la bibliothèque, l'heure du compte ou encore tout autre type de service qui s'adresserait à lui. Alors, au fil des interactions avec les personnes qui l'entourent et les stimulations qui proviennent de ces milieux de vie, bien le cerveau de l'enfant se développe et on sait que les connexions nerveuses pendant la petite enfance, donc de 0 à 5 ans, se produisent à une vitesse grand V. Alors, c'est une période particulièrement pertinente pour favoriser le développement autant de la santé mentale que de l'estime de soi de l'enfant. Alors, on a évidemment des facteurs de protection pour l'estime de soi, le développement de l'enfant, mais également sa santé mentale. Donc, d'abord, des milieux de vie de qualité et adaptés aux besoins de l'enfant et des membres de son entourage qui peuvent avoir, comme on vient de le voir, des répercussions directes sur l'enfant, mais aussi des répercussions indirectes, puisque la qualité des milieux de vie va influencer les adultes qui se trouvent autour de l'enfant et influencer leur disponibilité mentale, mais aussi le temps de qualité qu'ils peuvent accorder à l'enfant pour répondre à ses différents besoins. Donc, évidemment, si les milieux sont de qualité, bien, c'est plus facile pour les adultes qui entourent l'enfant de développer des interactions qui sont positives et un lien d'attachement qui est sécurisant entre l'enfant et les adultes et qui va être vraiment un pilier pour le développement de l'estime de soi et la santé mentale des tout-petits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'ils ne sont pas traités, 50 des problèmes de santé mentale touchant les tout-petits vont perdurer plus tard dans l'enfance. Donc, les interventions pendant la petite enfance sont beaucoup plus efficaces à cause de la grande plasticité du cerveau et évidemment parce elles permettent de prévenir des problématiques qui pourraient subvenir plus tard, par exemple pendant l'enfance, l'adolescence ou même à l'âge adulte. Donc, quand on parle de l'agir tôt, ben, c'est exactement de ça qu'on parle ici. C'est de tout l'intérêt d'agir pendant la période de la petite enfance pour favoriser le meilleur développement possible et la meilleure santé mentale possible de nos tout-petits. Alors, on vit dans un contexte un peu particulier depuis maintenant presque 2 ans. Il est légitime de se poser la question, quels sont les effets de la pandémie sur les tout-petits et sur leurs parents également? Puisque ceux-ci s'occupent des tout-petits, bien, il est légitime de se poser la question pour ces derniers. Donc, pour débuter, je vais vous présenter une courte vidéo qui a été diffusée par l'Observatoire des tout-petits dans les premiers mois de la pandémie, justement pour inviter les gens à se préoccuper des effets de la pandémie sur les tout-petits, même si ceux-ci ne sont pas ceux qui vont attraper le virus le plus. Donc, ils sont peu touchés par le virus lui-même, mais ils sont bien touchés par les autres conséquences de la pandémie. C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Nous traversons une crise extraordinaire, une pandémie qui frappe dur. Pour les tout-petits, cette crise est difficile à comprendre, mais ils la ressentent, tout comme nous. Et si on se mettait à leur place, si on pouvait voir la situation à travers leurs yeux, que verrait-on? En raison des nombreuses pertes d'emploi, certains enfants n'arrivent pas à manger à leur faim. D'autres ont des parents stressés ou dépassés qui ont moins de temps à leur consacrer. Pour ces enfants, l'entourage est moins présent. Au cœur de la crise, les tout-petits sont plus à risque de subir de la maltraitance. Ces bouleversements auront des effets à long terme pour ces tout-petits. Aidons-les et soutenons leurs parents. Pendant et après la pandémie, on veille sur nos tout-petits. Alors, je reviens à ma présentation. Donc, I think we should explore a few solutions. Grammarly suggestions catch when you're bon, OK, c'est bon. Je reviens donc ici. Voilà.
Alors, donc, les effets de la pandémie sur les tout-petits. Bien, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les tout-petits sont peu touchés par le virus lui-même. Donc, le nombre le plus faible de cas de COVID-19 est chez les enfants de moins de 5 ans comparativement à d'autres groupes d'âge. De plus, le risque d'être hospitalisé en raison de la COVID-19 chez les enfants en bas âge est plutôt faible. À ce jour, il y a 2 décès en raison de la COVID-19 qui ont été recensés au Québec chez les enfants de 0 à 5 ans et ils sont en lien avec la troisième vague de la COVID, donc Omicron, qui a eu lieu là, au cours des derniers mois. Et le risque de transmission du virus de la femme enceinte qui serait contagieuse vers son nouveau-né est également faible, soit entre 1,5 et 5 ce qui inclut les nouveau-nés asymptomatiques ou qui n'ont que peu de symptômes. Donc ça, c'est quand même de bonnes nouvelles là. De façon générale, les tout-petits sont peu touchés par le virus lui-même. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas touchés par la pandémie et surtout ses conséquences socio-économiques. Alors, les enfants sont parmi ceux dont la santé mentale s'est le plus détériorée durant la pandémie de COVID-19, selon plusieurs études menées à l'international et en Amérique. En effet, ces études-là documentent depuis le début de la pandémie une augmentation chez les enfants des symptômes anxieux et dépressifs, des troubles du comportement, une diminution de la capacité d'attention et une diminution de la quantité et de la qualité du sommeil. L'accumulation des sources de stress au sein des familles semble aussi avoir contribué à une augmentation du risque de problèmes de santé mentale chez les enfants durant la pandémie. D'ailleurs, l'isolement social est associé dans la littérature scientifique à un risque accru de dépression et de troubles anxieux durant la période où l'enfant est isolé, mais parfois également des années plus tard. Donc, la durée comme telle de l'isolement social semble avoir plus d'impact négatif que l'intensité de l'isolement, c'est-à-dire si on a vraiment une accumulation là, de mesures de confinement qui sont plus importantes. Donc, c'est plus la durée qui importe. Et on sait que depuis les débuts de la pandémie, bien, il y a eu des moments où on a été plus isolé, puis il y a eu des moments où on l'était un peu moins. Donc, ça a été variable de ce côté-là. Mais la recension des écrits nous indique que l'isolement social, oui, ça peut avoir des répercussions maintenant sur l'enfant, mais aussi des fois des répercussions qui vont se vivre plus tard après la période d'isolement. Et leurs parents, comment se portent-ils selon la recension des écrits? Bien d'abord, selon la dernière étude de Morneau-Chapelle, les parents obtiennent un indicateur de santé mentale plus faible que les adultes qui ne sont pas parents, et ce de manière constante depuis avril 2020. La situation est particulièrement critique pour les jeunes, les femmes, les non-blancs ainsi que ceux qui vivent des incertitudes financières ou de l'isolement. Donc, il faut comprendre que pour ces groupes-là, l'indicateur est encore plus affecté et donc la santé mentale est encore plus touchée. Donc, l'Observatoire des tout-petits a voulu justement creuser un peu la réalité des parents de jeunes enfants pendant la pandémie. Donc, on a mené avec l'aide de Léger Marketing un sondage du 29 octobre au 2 novembre 2020. Donc, c'était quand même après, disons, un bon 6 mois après le début de la pandémie et l'étude a été menée auprès de 501 parents québécois d'enfants âgés entre 0 ou 5 ans qui pouvaient s'exprimer en français ou en anglais. Évidemment, on s'est assuré d'avoir un échantillon qui était représentatif des tout-petits du Québec. Alors, je vais vous présenter certaines de ces données qui, vous le verrez, permettent de voir des liens avec ce qui a été documenté dans la littérature scientifique pour dire que finalement, bien, ce qui est vécu au Québec n'est pas nécessairement différent de ce qui a été documenté un peu partout dans le monde et probablement pas si différent non plus de ce qui a été vécu dans les autres provinces canadiennes. Alors, d'abord, bien, une bonne nouvelle qui ressort de ce sondage-là, c'est que 75 des répondants, donc des parents, affirmaient que la pandémie avait eu un effet positif sur leur capacité à accorder du temps à leurs enfants. Donc, les parents disaient, on passe plus de temps avec les enfants, ça c'est positif. Par contre, il y a des défis qui ont été identifiés par rapport à la qualité du temps passé avec les enfants à cause notamment des sources de stress qui s'accumulaient au sein des familles. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc, 68 des parents de jeunes enfants affirmaient qu'être un parent comporte plus de défis qu'avant la pandémie.
et 51% des répondants affirment que leur niveau de stress face à la situation actuelle liée à la COVID-19 était élevé. Donc, beaucoup de stress vécu par les parents. Une plus grande proportion que femmes que d'hommes disent vivre un stress élevé. Donc, on voit que les hommes vivent quand même du stress, mais on voit que la statistique, 56%, est un peu plus élevée chez les femmes. Et autre fait intéressant, plus le revenu des répondants diminue, plus la proportion de parents ayant un niveau de stress élevé augmente pour atteindre 69% chez les parents dont le revenu familial avant impôt est de moins de 40 000 $. Donc, ça, ce n'est pas tant surprenant parce que les experts de santé publique l'ont souvent dit, c'est au sein des familles qui étaient déjà vulnérables avant la pandémie que le plus grand nombre de sources de stress se sont accumulées. C'est là qu'il y a eu le plus de pertes d'emploi ou encore des conditions d'emploi qui se sont dégradées. Et évidemment, ben, les familles qui étaient déjà dans des logements qui étaient trop petits pour leurs besoins ou mal entretenus ont dû passer plus de temps dans ces logements-là. Donc, ils ont été plus affectés par les périodes de confinement également. Donc, si on s'intéresse justement aux sources de stress chez les parents de tout petits, bien d'abord, la possibilité que l'école ou le service de garde de leur enfant ferme de nouveau, bien ça, c'est un peu comme un petit nuage gris là, au-dessus de la tête de Linus là, dans Charlie Brown. C'est quelque chose qui est une source de stress de ne pas savoir si on va recevoir un courriel ou un téléphone nous disant on doit fermer le service de garde, vous devez trouver des solutions parce qu'il y a des cas de COVID. Donc, ça, c'est 66% des parents qui nous ont dit ça. Ensuite, 61% des parents nous disaient que les mesures de santé publique qui exigent de garder un enfant à la maison s'il présente un symptôme, bien ça, c'était une source de stress pour eux aussi. Et le niveau de stress lié à leur situation financière était plus élevé depuis le début de la pandémie pour 26% des parents quand on s'intéressait aux parents, au total des parents de l'échantillon. Mais si on se concentrait sur les parents dont le revenu avant impôt était de moins de 40 000 bien là, ça s'élevait à 38%. Donc, on voit que c'est évidemment une plus grande source de stress chez les familles avec un moins haut revenu. Et le fait de ne pas voir les membres de l'entourage a été nommé comme une source de stress importante. Donc, 73% des parents l'ont nommé. C'est vraiment la plus haute statistique. Et on voit qu'il y a une certaine différence entre les hommes et les femmes. Donc, une source de stress qui est beaucoup plus importante chez les femmes. 81% des femmes qui ont nommé cette source de stress-là, alors que 64% des hommes seulement l'ont nommé. Donc, les résultats du sondage nous ont aussi permis d'identifier des défis au niveau de la conciliation famille et travail. Donc, 39% des répondants qui disaient que la pandémie a eu un impact négatif sur leur capacité à concilier le travail et la vie de famille. Et il est intéressant de noter que 50% des hommes estiment que l'impact a été positif, alors que pour les femmes, c'est seulement 37% d'entre elles qui jugent que l'impact a été positif sur la conciliation famille-travail. Donc, malheureusement, le sondage ne permet pas de répondre à la question pourquoi y a-t-il cette différence entre les hommes et les femmes, mais on peut y mettre l'hypothèse que c'est peut-être davantage les femmes qui ont assumé les responsabilités supplémentaires entourant la présence des enfants à la maison ou la gestion des fermetures de services de garde. En tout cas, c'est quelque chose qu'elles ont vécu davantage négativement. Ensuite, on a voulu savoir si aux yeux des parents, la pandémie avait eu des effets sur leur tout-petit. Alors, 52% des répondants ont affirmé que la pandémie a eu un impact négatif sur leur enfant. Et quand on regarde plus précisément, bien, on voit que 39% des parents ont observé que leur enfant était plus souvent irritable ou prompt à faire des colères. 34% nous ont indiqué que leur enfant était plus agité qu'à l'habitude pendant la pandémie et 23% ont mentionné que leur enfant pleurait plus souvent. Donc, évidemment, bien, le fait de vivre avec un enfant qui nous semble plus irritable, plus prompt à faire des colères, qui pleure plus souvent, additionné aux sources de stress qui entourent le contexte de pandémie, bien, on peut comprendre
Dans ce contexte-là, pourquoi 44 des parents de tout-petits ont affirmé que la pandémie avait un impact négatif sur leur capacité à garder leur calme avec leur enfant? Et d'ailleurs, on sait qu'il y a des données qui sont sorties au cours de la dernière année qui ont documenté une augmentation de la violence familiale, de la maltraitance, de la violence conjugale au sein des familles pendant la pandémie. Donc, évidemment, quand les sources de stress s'accumulent au sein des familles, bien, le risque de violence devient plus élevé. Donc, on a voulu également creuser la question de la fragilisation du soutien social parce qu'évidemment, avec toutes les mesures de précaution, les mesures de confinement qui sont bien nécessaires, bien, ça nous coupe quand même d'un certain tissu social autour de nous. Et 15 des parents de l'échantillon affirmaient que même avant la pandémie, ils n'avaient pas de personne dans leur entourage sur qui ils pouvaient compter pour les soutenir en tant que parents. Donc ça, c'est quand même assez triste comme donnée. 43 des parents disaient que pendant la pandémie, ils ne pouvaient pas compter sur le soutien habituel des personnes de leur entourage à cause des mesures de distanciation physique. Hein, on peut penser par exemple aux grands-parents à qui on a peut-être fait moins appel parce qu'on avait peur de leur transmettre le virus. Et la donnée qui a beaucoup attiré mon attention, 79 des parents d'enfants de 0 à 5 ans qui disent qu'ils ont utilisé aucun service ou aucune ressource. Et là, on incluait là-dedans les services en ligne ou téléphoniques de soutien, les organismes communautaires, les professionnels de la santé et des services sociaux ou les ressources en milieu de garde ou à l'école. Donc, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place, en tout cas au Québec, pendant la pandémie pour essayer de soutenir les parents et on voit que la majorité d'entre eux n'ont pas fait appel à ces services-là et c'est une donnée qui demeure élevée même pour les parents dont le revenu total avant impôt est de 40 000 et moins. Donc, même les familles qui ont vécu le plus de défis, qui ont été le plus impactées par la pandémie, n'ont pas fait appel aux services. Donc, évidemment, on a des questions à se poser là, en tant qu'intervenant sur ces données-là. Alors maintenant, un petit état de situation québécois. Je n'ai malheureusement pas de données pour les autres provinces canadiennes, mais ça donne quand même une idée. Alors, du nombre d'enfants qui sont atteints de troubles mentaux, de problématiques de santé mentale au Québec. Alors, d'abord, une petite mise en garde. Il est très difficile d'estimer ce nombre-là parce que souvent, les intervenants préfèrent attendre et suivre l'évolution de la condition de l'enfant avant de poser un diagnostic. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont plus confortables de poser un diagnostic lorsque l'enfant est entré à l'école. Ça fait en sorte qu'il y a peut-être des tout-petits qui vivent des problématiques, mais comme ils ne sont pas diagnostiqués comme tels, bien, on ne les comptabilise pas parce que nous, évidemment, pour avoir des données, bien, c'est les données de diagnostic qu'on comptabilise. Alors, ça peut sous-estimer l'ampleur de la situation. Et ce qu'il faut par contre savoir, c'est que les problèmes de santé mentale chez les tout-petits sont plus fréquents qu'on pourrait le croire et pourraient même être d'une proportion équivalente à ce qu'on retrouve chez les enfants plus âgés. Donc, souvent, on pense que parce qu'ils sont tout petits, ils sont un peu épargnés par les sources de stress, ils n'ont pas à vivre des impacts sur leur santé mentale, mais en fait, pas du tout selon les études dont on dispose. Alors voilà le fameux chiffre québécois. Donc, ce serait 1696 enfants âgés de 1 à 5 ans qui avaient reçu un diagnostic de troubles anxio-dépressifs en 2019-2020 au Québec. Donc, les principaux troubles étaient la phobie sociale, l'anxiété de séparation, l'anxiété généralisée et la dépression. Donc, comme je le disais, ça nous donne un ordre de grandeur, mais évidemment, il y a des tout petits qui peuvent vivre de l'anxiété de séparation, de l'anxiété généralisée, puis qui ne sont pas comptabilisés ici, tout simplement parce que les professionnels, les intervenants n'ont pas encore établi de diagnostic, ils préfèrent suivre l'évolution de la situation. Alors, c'est bien beau de parler de l'enjeu, mais évidemment, ce qu'on souhaite comme intervenant, c'est agir, c'est aider ces tout-petits, aider leur famille. Donc, évidemment, je voulais aborder avec vous les pistes de solutions. Et la bonne nouvelle, bien, c'est qu'on dispose de leviers collectifs pour agir sur la santé mentale des tout-petits. Et je vais vous présenter ici quelques pistes qui sont documentées dans la recension des écrits qui peuvent avoir un effet important sur la santé mentale des tout-petits, sur leur développement, mais aussi, dans certains cas, sur la capacité des parents à prendre soin des tout-petits et à répondre à tous leurs besoins.
Alors, je vous rappelle ici cette figure que j'ai présentée au tout début, hein, se rappeler qu'il y a des facteurs de protection de la santé mentale des tout-petits, la qualité des milieux de vie dans lesquels l'enfant grandit. On pense à son voisinage, à son quartier, son logement, son service de garde éducatif. Et également, un autre facteur de protection, bien, c'est le lien d'attachement sécurisant entre l'enfant et les adultes qui en prennent soin. Donc, évidemment, bien, pour pouvoir développer cette belle relation, ce beau lien-là, évidemment, les parents ou les éducateurs, éducatrices ou grands-parents doivent évidemment avoir du temps à consacrer à l'enfant. Donc, on essaie le plus possible d'enlever les sources de stress autour de ces adultes-là pour qu'ils puissent bien s'occuper des tout-petits. Donc, voilà. Alors, sans surprise, après ce que je viens de vous présenter, bien évidemment, hein, soutenir la santé mentale des tout-petits peut se faire en agissant sur leur environnement familial et sur leur milieu de vie. Donc, on peut penser, par exemple, au programme de soutien financier ou aux mesures pour assurer l'accès à un logement abordable sont deux mesures qui vont permettre aux familles vulnérables de vivre moins de stress et donc aux parents d'être plus disponibles mentalement, mais je dirais aussi physiquement pour leur enfant. On peut penser également à des espaces publics extérieurs propices au jeu qui diminuent les risques d'exclusion et d'isolement social et qui permettent à l'enfant de se développer, de socialiser. Donc, bien important. Des mesures accessibles de conciliation famille-travail qui diminuent le stress des parents et leur permettent de consacrer du temps de qualité à leurs tout-petits. Également, la qualité du service éducatif fréquenté par l'enfant. Et à ce niveau-là, bien évidemment, la formation des éducatrices, hein, ça devient très, très important d'avoir des formatrices qui sont formées pour pouvoir offrir la meilleure qualité de service possible et la présence de services spécialisés aussi pour répondre aux différents besoins que peuvent avoir les enfants dans leur quotidien. Donc, la qualité des services de garde et non pas seulement se préoccuper de l'accès, donc vraiment pour avoir les beaux effets bénéfiques là, de protection. Et évidemment, les programmes qui offrent de l'aide aux parents, qui leur fournissent des outils pour offrir un environnement favorable aux saines habitudes de vie, qui vont les soutenir au niveau des pratiques parentales également. Donc, tout ce qui pourra soutenir le parent, bien, au bout du compte, l'enfant va en bénéficier. Évidemment, outre que d'agir en prévention, ben, c'est vraiment important de faciliter la détection, le diagnostic et surtout le traitement des troubles mentaux chez les tout-petits. Donc, quand on parle de détection, ben, c'est qu'il y a une certaine détection selon des chercheurs, des projets pilotes qui ont été menés qui pourraient se faire même dans le cadre d'un service de garde, non pas poser un diagnostic, mais quand même de détecter puis de pouvoir référer la famille plus rapidement à différents services pour vérifier si effectivement il y a un petit enjeu qu'on doit adresser. Donc, évidemment, toute la question des listes d'attente, là, je ne sais pas de quoi ça a l'air dans les autres provinces canadiennes, mais au Québec, c'est un enjeu, la difficulté d'accès à des professionnels en santé mentale, autant pour les tout-petits que leurs parents. Donc, il faut adresser cette problématique-là. Aussi, s'assurer que les gens ont accès aux services dans la langue de leur choix, hein, parce que sinon, ça peut vraiment compromettre les interactions avec les professionnels et la réussite de l'intervention. Il faut également s'attaquer aux barrières d'accès. Et ça, souvent, les familles les plus vulnérables sont celles qui font face au plus grand nombre de barrières d'accès, des barrières de langue, des barrières de distance, des barrières de comment le service est adapté qui ne fonctionne pas pour leur horaire ou encore la structure qui ne fonctionne pas. Donc, vraiment, de s'attaquer à ces barrières d'accès-là pour s'assurer que tous les tout-petits qui en ont besoin et tous les parents qui en ont besoin aient accès aux services. Donc, par exemple, s'assurer que les familles reçoivent les informations nécessaires, qu'ils connaissent les services, prévoir des interprètes quand la langue est un obstacle, aussi former les intervenants parce que malheureusement, des études nous démontrent que certains intervenants ont des préjugés à l'endroit des familles vulnérables et quand les familles vulnérables ont une mauvaise expérience, bien, ils ne veulent pas ensuite retourner vers les services et ça, malheureusement, bien, ça les prive hein, d'une source de soutien importante. Donc, de faire attention à ça, de former les intervenants et évidemment d'avoir assez de temps pour créer des liens de confiance, en particulier avec les familles vulnérables qui peuvent avoir certaines réserves dues à des mauvaises expériences antérieures.
Donc, je termine avec quelques ressources que je vais vous laisser découvrir. Des ressources au Québec, donc certaines ressources pour les parents qui malheureusement ne sont pas disponibles dans les autres provinces canadiennes, mais les 2 ressources où j'ai mis des étoiles, ce sont des ressources web qui sont disponibles pour vous tous, en fait. Donc, Naître et grandir, qui est un site Internet avec de l'information pour les parents, et l'Association québécoise pour la santé mentale du nourrisson, qui est un groupe très intéressant qui s'intéresse à la santé mentale des tout-petits. Donc, ils ont des événements de formation, tout ça. Donc, vous pourrez aller voir. Et avec mes collègues, on a rassemblé quelques ressources au Canada, mais vraiment, je vais être bien transparente avec vous, on n'était pas tellement informés de l'ensemble des ressources. Alors, je vous lance une invitation. Si vous connaissez des ressources disponibles dans les autres provinces canadiennes, écrivez-les dans la boîte de chat, puis suite à la présentation, on va les ajouter à la diapo et on rendra disponible la liste et le PowerPoint pour tout le monde. Alors, pour terminer, une petite vidéo récapitulative sur comment on peut promouvoir la santé mentale chez nos tout-petits. Saviez-vous que le cerveau d'un bébé triplera de volume durant les 3 premières années de sa vie? Qu'à chaque seconde, plus d'1 million de connexions se forment dans son cerveau? C'est en réponse aux stimulations provenant de son milieu de vie et de ses interactions avec les gens qui l'entourent que les neurones se connecteront. Les conditions dans lesquelles un tout-petit grandit peuvent donc influencer sa santé mentale et son développement et avoir des répercussions tout au long de sa vie. Comme société, assurons-nous de mettre en place des mesures pour diminuer le stress et améliorer la qualité de vie des tout-petits et de leurs familles. Des mesures pour lutter contre la pauvreté. Des mesures de conciliation famille-travail. Des logements et des quartiers de qualité. De plus, pouvoir intervenir rapidement, un meilleur accès aux ressources en santé mentale pour les tout-petits et leurs familles est essentiel. Offrons aux tout-petits les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. Alors, voilà. Donc, bien, j'espère que vous avez apprécié la présentation de cette information. Puis, je vais laisser ma collègue Dr. Dominique Cousineau pouvoir réagir un peu là, par rapport à ce que j'ai présenté. Bien, en fait, je vais réagir brièvement parce que je veux vraiment laisser place à l'échange. Hein. C'était surtout le but de cette invitation. Mais parce que je voudrais juste ressouligner certains points qui ont déjà été nommés, que les nourrissons, les jeunes enfants qui ont été moins malades de la COVID sont malheureusement plus affectés par les facteurs de stress qui affectent leur famille. Puis, en touchant la famille de toutes les façons décrites par Fanny, puis leur réseau de soutien, bien, les tout-petits sont à risque dans le bien-être psychologique et dans le développement durant une période de leur vie où se construit le socle de leur vie future, et c'est une période charnière qui est à la fois très malléable mais très vulnérable. Donc, selon la Société canadienne de pédiatrie, parce que ça a été mentionné par Fanny, que sûrement les statistiques sont semblables à travers tout le Canada de celles qui ont été présentées au Québec, je notais dans les statistiques que 40% des parents en Ontario ont fait état de problèmes de comportement et de problèmes émotionnels chez leurs enfants. 61% des parents sont très ou extrêmement préoccupés par la gestion du comportement, de l'anxiété, des émotions au niveau du stress de leurs enfants. 10% des répondants de cette étude ont déclaré avoir eu des idées suicidaires et particulièrement ceux qui étaient des parents. Donc, on l'a mentionné, être adulte et parent était un facteur supplémentaire de stress. Donc, les interventions sont particulièrement importantes lorsque les enfants sont en période critique de développement comme ce qu'on a décrit. Parce que comparativement aux personnes plus âgées, sont touchés par des facteurs de stress de façon plus importante. Miser sur les facteurs de protection et ce qu'on peut faire de mieux, leur environnement familial et leur milieu de vie.
Donc, on va devoir miser beaucoup sur le capital humain pour aider les familles et sur la formation de ces familles-là. On est dans une situation particulièrement difficile actuellement parce qu'on est en pénurie de cette main-d'œuvre-là, de ce capital humain-là. Donc, il va falloir faire preuve de beaucoup de créativité et c'est là que l'approche collaborative des milieux communautaires, de tous les milieux qui peuvent être complémentaires, fait sens. Donc, avoir une sensibilité particulière pour sonder les familles, les enfants sur les enjeux de santé mentale va être particulièrement important. Trouver toutes les manières possibles de donner des outils, rejoindre les familles qui sont plus difficiles à rejoindre pour les soutenir dans ce qu'ils vivent de difficile. La bonne nouvelle, c'est que les enfants font souvent preuve d'une grande résilience, puis quand on met les ingrédients en place pour changer les facteurs qui ont détérioré une situation, bien, ils refleurissent assez rapidement, puis on a vraiment un pouvoir de changer cette situation-là. Alors, on a nommé différentes mesures qui s'adressent aux parents eux-mêmes, à l'environnement. Je crois qu'on a aussi, comme individu et comme société, un travail à faire d'inciter les différents niveaux décisionnels de faire des changements. Par exemple, au milieu municipal, d'augmenter les espaces verts parce qu'on sait que l'activité physique, le bien-être dans un milieu, dans un environnement sain, ça aide la santé globale, ça aide la santé des parents, donc de façon consécutive celle des jeunes enfants, ça décroche les enfants des écrans parce qu'il y a beaucoup de temps qui sont passés devant les écrans, ça permet de rétablir dans un contexte sain une relation parent-enfant. Et tout ça, ça peut juste se faire si on a l'esprit clair, puis si on a moins de soucis financiers, puis si on a moins de soucis sur tout ce qui constitue notre vie familiale au jour le jour, manger, se nourrir, rester à un endroit sécuritaire. Donc, il faut agir sur tous ces facteurs-là. Puis je pense qu'il n'y a personne qui peut être laissé pour compte dans la recherche de solutions pour la santé mentale des tout-petits parce que tous ces facteurs-là, bien qu'ils ont l'air très extérieurs à eux, agissent sur le bien-être de leur famille et donc vont avoir un impact positif sur eux. Donc, je voulais juste mettre l'emphase sur ces points-là, puis en fait, je suis là beaucoup pour aussi, comme Fanny, répondre à d'éventuelles questions, commentaires de votre part. Merci beaucoup, mesdames. C'était très stimulant comme présentation du contenu et comme réaction. Maintenant, on a le goût de vous entendre. Donc, ce qui vient de vous être présenté, comment est-ce que ça résonne dans votre coin de pays, que vous soyez au Québec, que vous soyez dans le reste du Canada. Ne vous gênez pas, ce moment-là vous appartient. On a avec nous aujourd'hui 2 panélistes de qualité auxquels vous pouvez définitivement poser vos questions ou formuler des commentaires ou nous donner des pistes. Comment est-ce que ça se vit chez vous? Cette problématique de difficultés ou de défis de santé mentale au niveau de la petite enfance et des familles. Alors, je sais que tout à l'heure, on avait une intervention de la part de la Colombie-Britannique pour dire qu'effectivement, plusieurs des enjeux qui avaient été soulevés par Fanny au niveau du Québec, principalement, je crois, Roxane mentionnait le fait de la difficulté d'accéder aux ressources pour le traitement ou la prévention, la promotion en santé mentale, tant pour les enfants que les familles. C'était une problématique qui était tout aussi présente dans leur coin de pays. On a aussi, lorsque vous avez parlé des leviers aussi d'agir au niveau de la collaboration, on a le fameux dicton là, dans l'Afrique là, que ça prend tout un village pour élever un enfant. Barbara Lausier du côté du Nouveau-Brunswick nous dit en Afrique, on dit aussi que ça prend un enfant pour élever tout un village. Donc, on renverse tout ça, c'est fort intéressant. Donc, vraiment, si vous voyez au bas de votre écran, vous avez une icône « Lever la main ». Donc, si vous souhaitez formuler une question, prière de cliquer sur « Lever la main » et ça va nous faire plaisir d'activer votre micro
pour pouvoir vous entendre. Alors, on a une première personne qui a levé la main. Alors, je ne sais pas si on peut ouvrir le micro de Chantal Varin. Chantal, est-ce que tu veux aller de l'avant? Merci. Oui, merci. En fait, chez nous, il y a quand même eu pendant de longues périodes le port du masque par les éducatrices à la petite enfance, donc pour ces petits qui se retrouvaient en service de garde toute la journée. On est conscient que ça a un impact sur le développement langagier. Est-ce qu'on peut considérer que cet impact-là est alourdi ou en tout cas peut-être encore plus considérable sur la santé mentale des enfants? Parce que du coup, on ne voit plus le visage. Il y a beaucoup de choses qui passent à travers le visage et la parole et le fait de pouvoir voir ceux qui s'expriment. Dominique, voulez-vous y aller? Oui, je vais tenter une réponse. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que oui, effectivement, il y a une partie du visage qui est cachée. Il y a eu des initiatives d'avoir des masques avec des fenêtres pour permettre de voir la bouche et tout ça. Donc, il y a eu ça. Mais au-delà du visage, ce sont tous les repères qui sont, et la chaleur humaine, ça c'est au-delà du masque et tout ça. Donc, c'est indéniable qu'il y a eu un changement et que les enfants sont confrontés à des contacts qui sont différents. Mais je nous invite à être prudents, à tirer des conclusions trop hâtives sur l'impact à long terme sur le développement des enfants, parce qu'une fois que les choses sont remises en place, puis ils vont, pour ceux chez qui c'était un moment, une fenêtre dans leur vie, profiter et rattraper les retards. Évidemment, les enfants qui sont vulnérables et qui sont déjà en difficulté dans leur développement, l'impact chez ces enfants-là pourrait être plus grand que chez les autres enfants. On a caché la bouche, mais on n'a pas empêché la communication sous d'autres formes, la communication par les gestes, par les yeux. Je pense que les éducatrices, bien qu'elles soient très fatiguées, comme ce que je lis dans le chat, et leur travail est très difficile actuellement, elles ont trouvé toutes sortes de façons d'être présents pour les enfants puis de les stimuler. Puis les enfants, ils ne sont pas juste en service de garde éducatif, ils sont aussi à la maison avec leurs parents. Donc, ils ont d'autres modèles. Ils sont en mesure de voir la bouche dans d'autres contexte. Donc, c'est préoccupant, mais est-ce que c'est inquiétant? Moi, je nous invite à être prudents. Merci, c'est rassurant. Alors, merci Chantal Varin, directrice générale de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, je crois. Merci pour votre question. Et maintenant, Marie-Pierre Boulanger. Marie-Pierre, allez-y. Bonjour, vraiment, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je suis étudiante en santé publique, d'ailleurs, une ancienne étudiante avec Mme Dagenet. Je me demandais, par rapport, il y a plusieurs qui ont soulevé le fait justement que ça prend un village pour élever un enfant. J'ai l'impression qu'en temps de pandémie, c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu. Du moins, moi, j'ai eu mon premier enfant dès le début de la pandémie. Puis on voyait beaucoup que ça s'effritait autour de nous. Puis je me demandais, c'est quoi les moyens peut-être, on parle beaucoup d'agir sur l'environnement, mais quand tout est fermé autour de nous, qu'il n'y a plus de groupe d'allaitement, qu'il n'y a plus de suivi, que j'ai l'impression que beaucoup de gens se sont retrouvés peut-être un peu enfermés dans leur appartement ou dans leur maison. Fait que, puis même, vous avez mentionné aussi que vous voyez que peu de parents utilisaient les services. Mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de problèmes d'accès. Puis comment on peut à ce moment-là agir sur l'environnement quand on sait que les gens ne sont pas nécessairement portés à aller vers l'extérieur ou qu'ils ne vont pas nécessairement pouvoir avoir un accès à ces environnements-là, surtout quand l'enfant ne va pas encore à la garderie? Oui, bien, je peux peut-être débuter une réponse, puis Dominique, tu pourras compléter si tu le souhaites. Dans le fond, bien, je voulais revenir de toute façon sur la question du village parce que c'est tellement vrai. Puis dans le fond, vous aurez compris avec les pistes de solutions que j'ai présentées tout à l'heure que différents secteurs de la société peuvent agir. Donc, par exemple, d'où l'importance de sensibiliser les acteurs municipaux à ce qu'ils peuvent faire, puis qui peut avoir une implication sur le développement des tout-petits, puis de sensibiliser peut-être d'autres secteurs de la société comme le secteur des affaires qui sont les mieux placés pour mettre en place des mesures de conciliation famille-travail qui vont avoir des répercussions sur les tout-petits et leurs familles. Donc, ça, je fais une petite parenthèse, mais sur le site de l'Observatoire, on a développé des outils pour sensibiliser les gens du secteur municipal ou les gens du secteur des affaires
aux différents leviers dont ils disposent. Puis effectivement, ben, pendant la période de fermeture des différents services, puis les périodes de plus grand confinement, c'était pas évident. Puis d'ailleurs, on a produit un sondage là, l'automne dernier en marge des élections municipales, puis les parents disaient qu'ils avaient vraiment vu la différence là, depuis pouvoir accéder à la bibliothèque, aux patinoires. Bon, tu sais, selon les moments pendant la pandémie, il y a eu vraiment des grosses restrictions. Donc, oui, ça fait une différence. Ceci dit, nous, ce qu'on a vu au Québec, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes. Par exemple, le réseau des organismes communautaires, là, ils ont rivalisé de créativité pour maintenir des ressources de soutien aux parents. Par exemple, de faire des groupes de soutien en ligne avec Zoom, puis des sous-groupes. Mais ce qu'on constate, c'est que la majorité des parents ne se sont pas tournés vers ces ressources-là. Donc, est-ce que c'est une question de ne pas les connaître? Est-ce que c'est une question d'avoir des idées préconçues du type, ah, ces ressources-là, c'est pour ceux qui en ont encore plus besoin que moi, puis dans le fond, personne ne juge que sa situation justifie d'aller vers ces ressources-là, puis on a l'impression de prendre la place d'un autre, ou c'est une question de barrière d'accès? Donc, ça, malheureusement, nous, on n'a pas pu le creuser, mais je pense que moi, j'ai trouvé ça très triste parce qu'on avait plein d'organismes autour de l'Observatoire des tout-petits qui se démenaient pour continuer d'offrir des services. Le dispensaire diététique aussi a continué d'offrir des services. Bref, j'aurais toute une liste d'organismes qui ont continué, mais on dirait que ça ne s'est pas rendu nécessairement à la majorité des parents. Donc, je pense qu'il y a peut-être un nœud là à défaire. Merci. Je compléterai en disant que... Oh, pardon, vouliez-vous... Oui, allez-y, Dominique. Oui. Ce que je disais, c'est qu'il y a aussi des organismes qui sont allés vers les parents en amenant des boîtes à outils, en livrant des choses à la maison, donc en rendant l'action plus concrète. Puis ça, ça a eu un certain succès parce qu'effectivement, certaines personnes ne se reconnaissent pas dans l'intervention en ligne, puis sont... on a dit que des enfants, que ça joue sur leur capacité d'attention, concentration, ça joue sur celle des adultes aussi. Puis vient un moment où, j'imagine, quand on est pris dans tout le brouhaha de la vie, puis que le stress est plus grand, d'être encore en ligne, peut-être qu'ils choisissent d'aller voir du contenu divertissant plutôt que d'aller vers des... Alors, l'expression des difficultés de santé mentale peuvent être aussi de cette nature-là. Alors, en étant plus concret dans les actions comme en allant chez les gens, en invitant les gens à l'extérieur pour participer physiquement, avoir ce contact humain-là qu'on n'a pas vraiment en Zoom, peut-être que ça pourrait aussi contribuer à aller chercher des gens qui se sentent moins interpellés par d'autres formes d'action. Absolument. Puis je veux juste rajouter que l'approche de proximité, qui est d'aller vers les familles vulnérables plutôt que d'attendre qu'elles viennent vers nous, c'est vraiment documenté comme une mesure efficace pour pouvoir rejoindre les clientèles les plus vulnérables. Donc, il ne faut pas hésiter à aller se présenter nos services dans des lieux où ils se trouvent déjà, comme par exemple, si on est dans un quartier où on veut rejoindre un sous-groupe d'immigrants, de se rendre dans les organismes communautaires qui sont déjà fréquentés par ces gens-là, puis d'aller se faire connaître nos services, voir si certains d'entre eux peuvent être intéressés. Donc, de ne pas attendre dans notre bureau, effectivement, qu'ils viennent vers nous. Merci. On a Nathalie Tremblay, si vous voulez aller de l'avant avec votre question. Oui, bonjour. Oui, je vous entends là, au niveau des services justement qui sont proposés, puis toute la créativité dont on fait preuve les intervenants, par exemple, dans les organismes communautaires. Moi, je travaille pour l'Association des haltes de garderie communautaire du Québec. Donc, j'en ai vu beaucoup des initiatives depuis 2 ans à travers la pandémie. Puis, on parlait du village pour élever un enfant. Là, on se rend compte que le village est un peu fatigué, est un peu stressé. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand, oui, les parents vivent des situations de stress? Puis, qu'est-ce qu'on fait parce que moi, mon rôle, c'est vraiment d'apporter un soutien aux éducatrices. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand, justement, ces éducatrices-là ont eux aussi des difficultés de santé mentale parce qu'ils vivent du stress, parce qu'elles sont épuisées, parce qu'ils ont l'espoir que ça se termine, puis bon, il arrive toujours encore quelque chose. Puis, ils accueillent aussi des enfants qui ont des besoins qui ont été mentionnés même dans la conférence. Alors, je me demandais comment est-ce qu'on peut mieux accompagner les familles. Puis, c'est aussi une préoccupation des gestionnaires là, qu'on a beaucoup en ce moment. Là. Comment on peut mieux accompagner les familles quand nos équipes sont fatiguées, puis on ne veut pas les perdre parce qu'il y a une pénurie de personnel. Alors, c'est un gros enjeu en ce moment. Merci. Je me permettrai de répondre en disant que
il faut être bienveillant aussi et pas tenter de trouver des solutions. Le problème semble très large, mais des fois, les solutions peuvent être relativement simples. Je vais vous dire une évidence, mais quand les ingrédients de cohérence et de constance, revoir des visages, retrouver des repères, ce sont des facteurs qui contribuent à ce que l'enfant se sente bien et ait les ingrédients de sécurité affective dont il a besoin pour grandir et se développer. Donc, juste une présence constante et chaleureuse, ça peut être suffisant. Je ne dis pas ça pour être simplette là, dans mon intervention, mais pour dire que bien qu'on insiste sur le fait que les éducatrices sont importantes et doivent donner un service de qualité, je suis certaine qu'elles le donnent juste par leur présence bienveillante. Puis, il n'y a pas nécessairement besoin de faire beaucoup plus que de surveiller peut-être ceux qui ont des changements dans leur comportement ou dans leur façon d'être et qui soulèvent un point d'interrogation, juste de repérer ceux-là pour les diriger au bon endroit. Mais les éducatrices elles-mêmes, je crois qu'il faut un peu les ménager en ne leur mettant pas sur leurs épaules toutes les responsabilités d'agir spécifiquement et juste de continuer à faire un travail constant et cohérent auprès de ces enfants-là. Merci. Vous voyez apparaître à l'écran un sondage d'évaluation, donc on vous invite à le compléter. On a le temps quand même pour une dernière main levée. Je voyais qu'il y avait Barbara Lausier du côté du Nouveau-Brunswick. Barbara, est-ce que vous voulez formuler votre question? Et pendant ce temps-là, sentez-vous bien libre de compléter le sondage d'évaluation, puis la bande grise le long de la boîte, vous la faites défiler juste au bas. Et nous, ça nous donne une bonne idée de votre perception du café virtuel d'aujourd'hui. Barbara, est-ce que vous vouliez intervenir? Votre main était levée. Oui, merci, Mme Boivin. Je l'avais baissé parce que je savais que le temps était pas mal écoulé. J'ai peut-être pas une question comme un commentaire. Je pense que la communauté et les organismes me semblent lucratifs ont fait leurs preuves comme les meilleurs lieux d'ingéniosité pour trouver des solutions simples, un geste à la fois pour aider la communauté. Puis je pense que la meilleure façon de les faire connaître, c'est dans l'aspect ludique des propositions qu'ils offrent souvent, font en effet que le bouche à oreille fonctionne. Et je voulais souligner l'Association canadienne pour la santé mentale qui, pour nous, a été un allié formidable pour des interventions auprès de je ne veux pas dire de la petite enfance parce que c'est des enfants en bas âge, mais en milieu scolaire. Et il y a des ressources tout le tour, il faut juste apprendre à les utiliser parce que la pénurie des ressources humaines, elle n'est pas grave, elle est pratiquement... je pense que les ressources sont pratiquement inexistantes dans plusieurs coins du pays, surtout en situation minoritaire, si on les veut dans notre langue. Et parler de santé mentale en anglais, c'est pas mal difficile pour nous, imaginez pour des enfants. Absolument. Puis ça, je pense que ça va conclure malheureusement notre café virtuel d'aujourd'hui. La vague de questions qui a déferlé, ça dénote définitivement l'intérêt pour cette thématique. Un grand merci à Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des Tout-Petits, pour votre présentation aujourd'hui, de même qu'à Dr. Dominique Cousineau, pédiatre au CHU Sainte-Justine, pour vos pistes et votre éclairage. On vous remercie beaucoup et je rappelle à toutes les personnes présentes que la présentation et le lien vers l'enregistrement vous seront fournis sous peu via le site de la Société Santé en français. Pour tous ceux qui sont rattachés au projet Petite enfance en santé, on vous invite maintenant à prendre les prochaines 30 minutes avec nous pour parler de mobilisation des connaissances. Mesdames Fanny Dagenet et Dr. Dominique Cousineau, encore une fois, un grand merci et continuez votre travail auprès de la petite enfance. On en a besoin. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci de nous avoir reçus.